durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes avec la titulaire de la chaire de responsabilité sociale et de développement durable qui a mené des études pendant 15 ans dans ce domaine. Elle est professeure affiliée recherche internationale à ICN Business School, experte mondiale en économie verte et développement durable, professeure titulaire au département stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Corinne Gendron, bonjour. Bonjour. Corinne Gendron, nous sommes ici avec vous sur la terrasse d'ICN Business School à Nancy. On verra ce qui vous amène ici, précisément, vous qui intervenez peut-être davantage à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Alors précisément, vous avez une collaboration forte avec ICN Business School. Oui, tout à fait. J'ai été sélectionnée dans le cadre d'un programme qui s'appelait Chercheurs d'excellence il y a déjà quelques années et ça m'a permis de rencontrer donc les personnes de l'ICN et d'amorcer plusieurs collaborations sur la thématique de la responsabilité sociale et du développement durable. Alors, on va peut-être marquer un premier temps de réflexion pour définir, Corinne Gendron, ce concept de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, effectivement, c'est intéressant de s'y attarder parce que c'est un concept qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y avait des dissensions sur sa signification, les uns disant que c'était uniquement des mesures volontaires prises par les entreprises pour améliorer la situation environnementale et sociale et sociétale, et d'autres disant plutôt qu'il s'agissait d'adopter davantage de contraintes, davantage de réglementations pour s'assurer que l'impact des entreprises serait positif sur l'ensemble de la société. On a eu la chance d'avoir, nous, bien sûr, on a fait des recherches, mais en plus, sur le plan institutionnel, on a eu la chance d'avoir un important travail par l'ISO, qui a débouché sur ISO 26000, donc une norme que j'ai appelée une norme hors norme, parce qu'au lieu d'avoir simplement quelques pages, c'est une norme qui fait une centaine de pages et dont l'ambition est précisément de venir arrêter une définition reconnue internationalement de ce que c'est que la responsabilité sociale. Alors, ça leur prend une centaine de pages, mais au moins, on peut avoir une référence maintenant. Quiconque se pose la question, qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale? On peut les renvoyer vers ce texte qui est très légitime parce qu'il a été rédigé par une multitude de pays et une multitude d'acteurs, que ce soit les syndicats, les gouvernements, les consommateurs, etc. Vous évoquiez l'ISO, c'est l'Organisation internationale de standardisation. Alors on voit parfois justement, notamment sur les camions, lorsqu'on est sur la route, un petit logo ISO 9000, ISO 9001, c'est ça l'ISO. Oui, alors ISO, c'est l'organisation effectivement qui propose des normes internationales et il y a eu une évolution dans les normes qui ont été proposées par ISO. Au début, c'était strictement technique. Et à partir des années, la fin des années 80, ISO s'est lancé dans ce qu'on appelait des normes de gestion. Et c'est là que sont apparues les normes 9000 et 14001. Donc ces normes-là, la norme qualité et la norme de gestion environnementale, étaient un nouveau type de normes qui permettait aux entreprises d'améliorer leur gestion pour gérer soit la qualité, soit l'interface avec l'environnement. Mais avec ISO 26000, on est encore dans une nouvelle génération parce que c'est normalement une norme qui n'était pas destinée à la certification, bien que, en fin de compte, on en a
développer des versions certifiables et ça permet à une organisation de s'assurer que son impact sur la société de façon globale, et là on a plusieurs thématiques, que ce soit la loyauté des pratiques, la gouvernance, les consommateurs, l'environnement, etc., mais de s'assurer donc que dans ces opérations, une organisation maximise son impact positif sur la société et qu'elle gère les problématiques plus délicates. Parce qu'a priori, on ne s'attend pas trop à ce que l'entreprise se préoccupe et d'aspects sociaux et d'aspects environnementaux. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à une entreprise, Corinne Gendron, d'être certifiée ISO, alors 9001 ou 14001? Alors ça apporte tout d'abord un guide pour la gestion. Parce que les entreprises, alors il y a des entreprises qui veulent se positionner déjà comme étant des chefs de file en matière d'environnement ou de relations avec les parties prenantes. Pour quelle raison? C'est une stratégie commerciale? Ça peut être une stratégie commerciale, mais de façon plus large, c'est aussi l'image, la notoriété, et ce serait embêtant de réduire ça à la dimension commerciale parce qu'en fait, il y a aussi toute la relation avec, par exemple, les gouvernements, avec les acteurs locaux. Donc, ça ne s'arrête pas que à la perspective de consommation. Et donc, l'entreprise qui va être certifiée, elle va montrer qu'elle est en mesure de gérer ses impacts, mais aussi ça peut avoir un impact sur ses relations avec ses fournisseurs. Elle peut donc exiger de ses fournisseurs de montrer patte blanche et là, ça peut avoir un gros impact parce que si on regarde ce qui s'est passé par exemple avec le Rana Plaza et donc l'édifice qui s'écroule, les entreprises qui achetaient de ces endroits-là ont subi les conséquences de cette catastrophe. Elles les ont, en termes d'image. En termes d'image, et oui, ça a eu un impact sur les ventes, mais c'est beaucoup plus important que ça. Les gens ont commencé à scruter comment est-ce qu'ils octroyaient les contrats, se sont posé des questions, est-ce que c'est normal qu'une entreprise puisse imposer de telles conditions de production à ses fournisseurs, etc. Donc, ça peut stimuler des nouvelles réglementations. Donc, on voit que quand même, l'impact peut être assez important lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de gérer ces dimensions sociales ou environnementales. Ça a d'ailleurs débouché en France sur l'adoption d'une loi, la loi de Dominique Potier, député lorrain, sur la responsabilité des sociétés mères, précisément. Alors, Corinne Gendron, vous avez travaillé et vous continuez à travailler ici avec ICN Business School, avec notamment une série de séminaires auxquels vous avez participé entre janvier 2014 et juin 2016. Oui, alors c'était une série de séminaires que nous avons voulu organiser en écho à une série de séminaires que nous avions organisés au Québec. Donc on a voulu faire le pendant en France pour voir si les mêmes débats allaient ressortir et c'était des débats au sujet de la relation entre les entreprises et ses parties prenantes et leurs parties prenantes et le rôle du rapport de développement durable dans cette relation. Donc, on a mené 3 ans de séminaires avec à la fois des entreprises, des acteurs associatifs et des chercheurs. C'était le format du séminaire. Et ça nous a permis donc de dégager les enjeux de ces relations entre les parties prenantes et les entreprises. Et qu'est-ce qu'il en est resté de ces séminaires? Et précisément, est-ce qu'il y a une différence dans la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux entre les entreprises au Québec et les entreprises installées en France? Alors peut-être déjà il faut voir que le temps a fait une différence parce qu'on avait organisé les séminaires au Québec au début des années 2000. On a organisé celle ici quand même, on était déjà en 2012. Donc il y a peut-être plus un différentiel de temps qu'un différentiel de région. Parce que la question de la relation avec les parties prenantes est devenue une norme, si on veut. Aujourd'hui, toute entreprise se préoccupe de ses parties prenantes et essaie de gérer cette relation au mieux. Et ce qu'on a découvert sur le territoire lorrain, plus particulièrement, que j'ai trouvé intéressant, c'est que la relation avec les parties prenantes est beaucoup axée sur l'expertise, par exemple l'expertise associative. Donc l'entreprise, elle va dialoguer avec des parties prenantes et elle va, avec certaines des parties prenantes, et elle va essayer d'aller chercher l'expertise pour améliorer sa gestion. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que ce n'est pas qu'un dialogue entre des requêtes d'un côté et il y a une position défensive de l'autre. Non, il y avait une co-construction de certaines problématiques. Pour autant, Corinne Gendron,
combien d'entreprises aujourd'hui sont impliquées ou concernées par cette démarche de responsabilité sociétale, précisément des entreprises, voire même des organisations, en termes de pourcentage? Est-ce que c'est une vague de fond ou est-ce que ça reste encore relativement anecdotique? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre parce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une moyenne et c'est très difficile à mesurer parce que vous avez des entreprises qui vont davantage s'impliquer dans une cause plutôt qu'une autre. Donc, on va dire, cette entreprise-là, c'est un leader en responsabilité sociale parce que, par exemple, elle fait du travail en regard des changements climatiques. Par contre, peut-être qu'elle peut avoir des problèmes avec les relations avec ses employés. Donc, il y a tellement de variables dans la responsabilité sociétale qu'une entreprise qui veut se positionner en termes de chef de file de façon générale peut peut-être y parvenir, mais ce n'est pas évident. Le plus souvent, vous avez des... Je note surtout que vous ne répondez pas vraiment à ma question. Non, c'est que c'est impossible. C'est impossible d'une part à cause des sujets différents et aussi sur le fait que de toute façon, le niveau de responsabilité sociale, il est toujours en train de bouger. C'est-à-dire que ce qu'on trouve responsable aujourd'hui, ça ne le sera probablement pas demain. Donc, c'est toujours une quête à travers laquelle on se pose la question de savoir est-ce que l'entreprise, elle contribue positivement à la société. Et ça, c'est vrai, c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. C'est autant une question de cas par cas qu'une question d'évolution des attentes. Et je vous dirais, je termine là-dessus, je vous dirais que antérieurement, on se disait que l'entreprise fasse son travail d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle embauche des gens, qu'elle vende des produits, et qu'elle soit bien sûr légale, ça suffisait. Et aujourd'hui, on se dit non, on veut plus. On veut qu'elle s'engage dans la région, on veut qu'elle protège l'environnement, etc. Donc, vous voyez là que la responsabilité sociale, une entreprise qui pouvait être considérée responsable il y a 40 ans avec le même type d'action, aujourd'hui, ce serait insuffisant. C'est pour ça que c'est difficile, effectivement, comme question. Je suis né dans les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, de QSC sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air canté dans ce royaume de la poutine. On se complète en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2 être millionnaire, c'est le bonheur. Je me mets à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions au stationnement du casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. N'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le ferait un butcher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as même plus de chances de gagner à la loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marrants toxédo. Quand le boss c'est une grosse corporation, comme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion, il va te slacker sans dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'en entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Quand on
on apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. 2 semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérandrie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie, c'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Serre les riches et les mendiers, dans cette contrée peuple des ignorants. Pourquoi on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de char qui ont encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau envers, mais j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Nous sommes toujours avec Corinne Gendron, professeure à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et affiliée à ICN Business School à Nancy, où nous sommes sur la terrasse pour profiter de votre présence. Corinne Gendron, à propos de la responsabilité sociétale des entreprises, qu'est-ce qui amènerait ou pourrait amener précisément les entreprises à s'engager davantage, j'allais dire à prendre davantage leurs responsabilités dans le domaine sociétal, donc à la fois social, économique et environnemental bien sûr? Alors, il y a une grande réflexion actuellement en France, notamment autour d'une possible réforme des articles du Code civil qui définissent la mission de l'entreprise, son objet. Donc, je pense que là, il y a ce travail qui cherche à travers l'outil législatif, donc qui cherche à donner plus de possibilités, plus de marge de manœuvre aux dirigeants d'entreprise pour assumer davantage leurs responsabilités face aux éventuelles pressions des actionnaires. Mais est-ce que les dirigeants d'entreprise souhaitent eux-mêmes rentrer dans cette démarche? Est-ce qu'ils ont besoin d'un cadre légal pour ça? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs dirigeants d'entreprise qui se sont investis dans cette possible réforme des articles du Code civil, donc, et qui souhaitent effectivement mieux assumer leur rôle de dirigeants qu'on pourrait appeler dirigeants sociaux. Donc, il y a certaines entreprises qui n'en veulent pas, mais il y a quand même des entreprises qui disent, au contraire, c'est important qu'on soit plus actif pour résoudre les problèmes de la société en général. Et on a trop de pression de la part des actionnaires, on a une focalisation trop unique sur le rendement et il faut pouvoir, au contraire, avoir une marge de manœuvre pour répondre aux grands enjeux de la société. Est-ce que la mondialisation, Corinne Gendron, aide les dirigeants à prendre précisément leurs responsabilités sociales? En général, on dit l'inverse. On dit que la mondialisation et surtout la mondialisation financière a introduit des contraintes qui n'existaient pas auparavant et qui font que maintenant, c'est vraiment la fonction financière qui dirige l'entreprise. Il faut dire aussi que l'entreprise maintenant est structurée en fonction de conglomérats financiers, ce qui fait que très souvent, le dirigeant est devenu presque strictement un dirigeant financier. On l'a vu lorsqu'il y a eu le Deepwater Horizon, donc le problème de la marée noire. Le dirigeant de BP expliquait, moi j'y connais rien dans les opérations, je n'ai rien suivi. Ma journée se passe à faire des transactions financières. Donc, on voit que le dirigeant, s'il n'est que financier et qu'il est très loin des opérations, ce n'est plus le dirigeant qu'on avait avant qui pouvait être sur le terrain et regarder en termes de relations de travail, en termes de relations au territoire, comment est-ce que l'entreprise pouvait participer au bien collectif. Mais est-ce que c'est son rôle, finalement? Est-ce que c'est sa motivation d'entreprise? Si aujourd'hui les entreprises sont devenues des organisations essentiellement financières, c'est peut-être parce que c'est dans leur vocation et dans leur ADN, non? Mais c'est une question qu'on peut se poser, mais moi, ce que je pense, c'est que la dimension financière de l'entreprise, elle est au service du projet et non pas l'inverse. Alors, je crois qu'avec la prédominance des actionnaires ces dernières décennies, on a un peu oublié ça. On définit l'entreprise comme étant strictement un outil de maximisation pour les actionnaires, mais en fait, si on le regarde d'une façon plus large, le financement ne sert qu'à rendre possible un projet. Donc là, je crois qu'il y a vraiment eu une perversion de l'outil de l'entreprise qui est un rouage du système productif et non pas simplement un outil au service des mieux nantis. Ce serait absolument absurde et je crois que cette dérive-là, on essaie de la corriger notamment avec la loi Pacte. Vous évoquez à l'instant, Corinne Gendron, le projet de loi du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, le pacte. Ce projet de loi a d'ailleurs été inspiré par le rapport de Nicole Notat.
Oui, alors ce rapport, effectivement, propose, enfin, il y a plusieurs propositions, mais il y a tout d'abord la proposition de réformer l'article du Code civil qui définit l'objet de l'entreprise. Il faut dire que cet article est très daté, donc ne reflète pas plus du tout ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une bonne chose qu'on propose une réforme où il y aura une possibilité d'élargir, donc d'abord de préciser l'objet, un objet en dehors de la stricte logique financière. Et aussi, on propose une codétermination, donc une place des salariés plus importante dans les organes de gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est parmi les différentes propositions qui sont faites par le rapport Notat. Corinne Gendron, j'ai une question très pratico-pratique pour le coup. On va faire un exercice concret. Si j'achète aujourd'hui une automobile, même dans un pays européen en dehors de la France, si je veux rapatrier ce véhicule, je suis soumis à la réglementation française. On va demander de faire vérifier ma voiture. En revanche, si j'achète un t-shirt fabriqué précisément, tiens, au Bangladesh, pourquoi pas, avec des enfants, par des enfants, je peux, en toute légalité, acheter ce t-shirt. Est-ce qu'on n'a pas là aussi une perversion du système que vous évoquiez tout à l'heure? Est-ce que la législation m'interdit évidemment de fabriquer de tels t-shirts en France, mais je peux les importer? Oui, alors c'est vraiment un problème extrêmement délicat, c'est-à-dire que vous ne devriez pas avoir accès à ce t-shirt. Et c'est là que le problème de l'égalité se pose. C'est-à-dire que vous, comme consommateur, vous achetez ce qui est disponible. Mais il n'y a pas une étiquette qui dit vous venez d'acheter un t-shirt qui est taché de sang. Hein? Donc, je trouve que là, il y a une problématique. On reporte beaucoup la responsabilité sur le consommateur qui veut acheter à moindre coût. Mais bon, chacun essaie de tirer le meilleur profit de sa capacité d'achat. Je pense que c'est assez difficile de reprocher au consommateur d'acheter des produits moins chers. Maintenant, un produit qui a été fabriqué dans l'illégalité, parce que le travail des enfants est quand même interdit, il faut le rappeler, là, c'est pas normal qu'il se retrouve sur une tablette. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité du distributeur et une responsabilité aussi des agents qui s'occupent des règles d'importation. Ça devrait être strictement contrôlé. Et il y a des gens en ce moment qui ne font pas leur travail. C'est ce que je reproche. Alors, vous disiez à l'instant, Corinne Gendron, qu'on ne peut pas forcément attendre du consommateur d'être responsable. Mais alors à ce moment-là, qui l'est? L'entreprise va dire, mais c'est pas mon job, c'est le rôle du consommateur. Le consommateur va dire, oui, mais moi j'achète au prix le plus avantageux. Du coup, est-ce que l'entreprise a la meilleure organisation, le meilleur niveau d'organisation pour faire en sorte que les acteurs prennent tous leur part de responsabilité? Mais en fait, c'est pas pour dire que le consommateur est pas responsable. Le consommateur a une part de responsabilité. Et je trouve que c'est injuste de lui mettre sur le dos le fait qu'il a acheté un t-shirt fabriqué par des enfants alors qu'il ne le sait pas nécessairement et que dans son esprit, puisque c'est illégal, le t-shirt n'a pas été fabriqué par des enfants. Et ça ce n'est pas normal qu'un consommateur doive s'assurer que le t-shirt a été fabriqué dans des conditions légales. Ça devrait être garanti, la légalité du produit. Maintenant, je trouve que l'entreprise, elle a la responsabilité que les produits qu'elle se procure aient été fabriqués en toute légalité. Et une grande entreprise qui est un donneur d'ordre, qui s'approvisionne chez des sous-traitants dont elle sait qu'ils ne peuvent pas fabriquer les t-shirts à des conditions légales parce qu'elle achète les t-shirts à des prix tellement dérisoires, mais là, elle est responsable parce qu'elle force l'illégalité. Ce que vous évoquez là, Corinne Gendron, me fait penser bien sûr à la démarche de commerce équitable. Oui, alors il y a le commerce équitable, mais plus largement, il y a ce qu'on appelle la consommation responsable, donc avec les étiquettes, les certifications, etc., qui permettent d'une certaine manière au consommateur qui est déjà sensibilisé de s'assurer que son produit respecte ses valeurs. Mais comme je vous le disais, à mon avis, un t-shirt qui a été fabriqué par des enfants ne devrait jamais être sur des tablettes et le consommateur devrait être tranquille, ne devrait pas se dire « peut-être » s'en inquiéter. Est-ce que la législation actuelle en France, en tout cas, pourrait mettre ou peut mettre le consommateur aujourd'hui à l'abri de ce type d'achat?
Ben, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail qui est fait, justement, à cause de certaines catastrophes qui ont eu lieu. Donc, on n'est plus, notamment avec le devoir de vigilance, on n'est plus vigilant. Et la norme ISO 26000 parle aussi de la sphère d'influence pour dire, ben, écoutez, la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas à sa frontière légale ni à sa frontière géographique. Si elle a de l'influence sur ses fournisseurs et qu'elle contraint le fournisseur à certaines conditions de production, elle devient responsable. Donc, je pense que c'est une évolution qui est en train de se faire actuellement. Alors, je vais tenter de reposer la question que j'ai posée tout à l'heure, Corinne Gendron, à laquelle vous n'avez pas répondu, mais je pense que vous allez à nouveau avoir du mal à répondre. Aujourd'hui, en pourcentage, selon vous, bien sûr, je sais bien que c'est compliqué, mais voilà, combien d'entreprises aujourd'hui sont dans une posture de responsabilité ? Ben, le combien, c'est vrai que c'est difficile. Vous me posez une question piège parce que je n'ai pas de chiffres à vous donner. Je peux vous dire que ce n'est pas la majorité. Je pense qu'il y a un petit pourcentage d'entreprises qui veulent faire mieux, qui ont des initiatives qui valent la peine d'être mentionnées. Et qui, bien que, bien sûr, elles sont en train de maximiser leurs profits, etc., essayent quand même d'avoir un impact pour améliorer les choses et, ce faisant, participer à la légitimité des entreprises dans leur ensemble parce que, on le dit beaucoup aujourd'hui, l'entreprise, elle est vue avec suspicion. On a l'impression que peut-être c'est pas l'organisation parfaite pour faire face aux défis de l'humanité. Won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il fait décidément très bon sur cette terrasse ici à ICN Business School à Nancy où nous sommes avec Corinne Gendron, professeure à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et affiliée précisément à ICN Business School. Corinne Gendron, vous êtes également membre de l'Académie des technologies où vous avez organisé récemment une table ronde sur le thème entreprise et science-fiction. Dites-nous en plus parce que il faut le reconnaître, un sujet quand même assez singulier. Oui, c'est vrai, mais si vous avez l'occasion de lire la Harvard Business Review, vous allez tomber sur un article
qui invite les dirigeants d'entreprise à lire davantage de science-fiction. Pourquoi? Parce que la science-fiction permet la pensée de rupture. Et la pensée de rupture, c'est la posture la plus importante pour qui veut innover, qui veut trouver des solutions là où on ne les imaginait pas. Et donc, j'ai souhaité organiser cette table ronde afin de sensibiliser la communauté au potentiel de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est une littérature, oui, ludique, mais c'est une littérature aussi qui permet de réfléchir et en ce sens, elle peut être extrêmement créative et extrêmement constructive. C'est une façon de lever les résistances au changement? Oui, très certainement, mais surtout d'élargir, je dirais, d'élargir l'horizon des possibles. C'est-à-dire que, bon, on dit souvent, disons, on voit les problèmes souvent sous la forme de l'outil qu'on a pour les résoudre. Et avec la science-fiction, on est en train d'élargir notre perception des problèmes et de voir des solutions qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement. Parce que la science-fiction dépeint la réalité d'une façon différente, mais aussi la science-fiction, parce que c'est un procédé narratif qui fait appel à l'émotion, est en mesure d'aller mobiliser des connaissances qui ne sont pas des connaissances qu'on pourrait qualifier de rationnelles, mais qui sont des connaissances plus de situation. Et à cet égard, c'est une connaissance extrêmement importante parce qu'elle permet de se projeter davantage dans ces possibles dont je parle. D'autant que jamais l'humanité n'a été confrontée à la problématique aujourd'hui, aux enjeux environnementaux. Ça veut dire aussi, Corinne Gendron, qu'elle se doit effectivement d'inventer des outils auxquels elle n'a même pas imaginé, Tout à fait, c'est qu'on a encore cette idée de se projeter de façon linéaire pour faire de l'amélioration continue, alors que, par exemple, la problématique environnementale va nous amener dans, je l'ai dit tout à l'heure, dans des phénomènes de rupture. C'est ce fameux changement de paradigme. Exactement. Et sans être capable de se projeter donc, dans ces autres mondes, on n'est pas en train en ce moment de développer des outils. Et ça risque d'être catastrophique, en fait. Donc, la science-fiction nous permet d'entrevoir à quoi pourrait ressembler notre monde et quelque part de s'y préparer, ou en tout cas de réfléchir, si on n'est pas capable de ne pas le faire advenir. On parle du plastique et des poissons dans les océans. Donc, il y aura probablement en 2050 une masse de plastique plus importante que les poissons. Donc, c'est grave, c'est catastrophique. Donc, connaissant cette situation, bon, bien sûr, on essaie de la prévenir, mais on essaye de voir aussi, bon, comment est-ce qu'on va gérer les choses si effectivement cette prévision s'avère exacte. Alors, la science-fiction, c'est évidemment un domaine culturel. Votre approche, c'est que vous évoquez à l'instant, Corinne Gendron, est finalement très en rupture aussi avec la vision marxiste de la culture. Dans ce sens que, dans la vision marxiste, évidemment, la culture est l'émanation ou un moyen de la société bourgeoise dominante d'imposer ses vues. Or, dans ce que vous dites, il me semble qu'il y a une manière, au contraire, de considérer la culture comme étant un outil d'autoconstruction ou de co-construction de la représentation sociale. Oui, tout à fait. Je me situe moins dans une perspective où la culture ne serait qu'un outil de domination. Je pense au contraire que c'est un espace de création de la société. Donc, on crée la société notamment par l'imaginaire et la science-fiction correspond en fait à le processus d'expérience de pensée qu'on a utilisé en physique dans les anciens temps. Ben, la science-fiction, c'est un peu une expérience de pensée, mais sur les institutions sociales. Donc, on se dit « et si ?» C'est le fameux « et si ?» Et à partir de là, on peut réfléchir à une autre réalité ou encore à notre réalité, mais sous des angles qu'on n'avait pas prévus. Donc, en voir des nouvelles facettes. Alors, même question qu'au tout début de notre entretien, Corinne Gendron, qu'est-ce qu'il en ressort de ce séminaire science-fiction, entreprise et science-fiction, notamment au regard de la responsabilité sociétale des entreprises?
Mais je pense qu'une des choses qui ressort non seulement du séminaire, mais des écrits en général sur entreprise et science-fiction, c'est la dimension politique de l'entreprise. On en parle très rarement. En gestion, c'est à peine si c'est évoqué. Bien sûr, il y a des écrits critiques, notamment aux États-Unis, sur le lobbying, la force des entreprises dans la détermination des politiques publiques. Mais ce qui est intéressant dans les écrits de science-fiction, c'est qu'on dépeint des entreprises qui sont des entreprises État, des gouvernements privés, qui contrôlent donc à la fois un territoire, des habitants, qui font des normes, qui ont des polices privées. Donc, je pense que ça, c'est intéressant justement de pointer cette dimension politique qui n'est pas pensée actuellement dans la littérature académique traditionnelle. Les académiciens ne font pas forcément de science-fiction, c'est ça. Alors nous sommes ici à ICN Business School avec vous, Corinne Gendron. Vous êtes également vous êtes surtout professeur à l'Université du Québec, l'UQAM. Comment réagissent précisément les étudiants qui, eux aussi, après tout, sont pétris de culture à des propos tels que ceux que vous êtes en train de tenir? On parle de science-fiction, mais pas seulement, aussi de responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce qu'il y a une perméabilité de leur propre esprit à ces propos? Alors, c'est une question très intéressante et je vais répondre à partir de mon expérience qui est particulière, c'est-à-dire que j'enseigne à la fois dans un programme de gestion et dans un programme de sciences de l'environnement. Donc, j'ai deux profils d'étudiants complètement différents. D'un côté, les aspirants gestionnaires cherchent à savoir comment faire fonctionner l'entreprise de la meilleure façon possible. Mes étudiants en sciences de l'environnement voient l'entreprise comme un démon et tout l'exercice consiste à leur dire ben non, l'entreprise elle est là et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle fonctionne mieux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans mes classes, on mélange en fait les deux profils et c'est très important pour moi. Et ça finit en pugilat? Non mais ça va très bien et moi je trouve ça d'autant plus important que dans la vraie vie, ils seront effectivement en interlocution. Donc, il y a un apprentissage de traduction qui se fait entre les deux catégories d'étudiants et ils apprennent déjà les uns des autres et ils apprennent aussi à concilier des perspectives de façon dialectique. Ça ne donne pas nécessairement des consensus, mais ils comprennent qu'il faut trouver un terrain d'entente pour pouvoir s'améliorer. Ou alors, il faut que l'un des deux camps gagne sur l'autre. Alors là, je vous dirais qu'en général, c'est déjà acquis que c'est le camp de l'entreprise qui va gagner. Et donc, l'idée, c'est au moins de faire plier, d'introduire la partie environnement et de ne pas la voir simplement comme la partie de bataille, la partie de combat, mais de se dire ben, il faut absolument qu'elle soit intégrée. Et ce n'est pas qu'un conflit, il n'y a pas les écologistes, les gentils écologistes de l'autre, les méchants gestionnaires de l'autre. L'idée, c'est de faire des gestionnaires écologistes et c'est ce que je me donne comme mission quand j'enseigne. Ici, le projet, c'était de faire des écologistes ou des écologues gestionnaires. Ah, ça se fait déjà. Il y a des travaux sur la professionnalisation des ONG en matière d'environnement. Donc, c'est déjà fait. Est-ce qu'on est loin de ce point de rupture, de ce point de massification, de ce changement de paradigme, Corinne Gendron, ou est-ce que ça reste un vœu pieux? Le changement de paradigme va se faire à cause de la matérialité de la crise. Je parlais tout à l'heure de l'extinction des poissons. Vous avez ici, dans les campagnes, semble-t-il, une extinction massive des oiseaux et des mammifères. Donc, je pense que de toute façon, on va faire face à des phénomènes de rupture écologique et que c'est là qu'on va devoir bouger de toute façon. Le changement de paradigme va suivre. Sous quelles échéances? Ah ben moi, je dis une 50aine d'années, hein. Pas vraiment plus que ça. Une 50aine d'années, c'est une génération d'étudiants. Oui, c'est vrai. Et vous êtes confiante dans cette capacité de l'humanité à opérer ce changement de paradigme parce que d'autres solutions est possible? Mais c'est-à-dire que nous n'aurons pas le choix. Donc la question est de savoir quel sera le paradigme de remplacement. Est-ce qu'on va s'acheminer vers un fascisme écologique où le social n'aura plus droit de citer, où on sera obligé de dicter des manières de faire, des lois, etc. Et donc, où les prérequis écologiques vont prendre le pas sur la liberté. Moi, c'est ce qui m'inquiète, en fait. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentré
stabiliser la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit. Durablement vôtre, Éric Mutschler. D'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent. Corinne Gendron, vous êtes, je le disais, professeur à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, affilié ici à ICN Business School. Quel est votre propre parcours et puis surtout, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à notamment la responsabilité sociétale des entreprises, Corinne Gendron? Alors j'ai un parcours qui peut être perçu comme étant atypique, mais qui en fait s'est consolidé, ou en tout cas a consolidé mes intérêts. Au départ, je suis avocate et j'ai fait le droit plus comme formation générale, je dirais, que comme ambition professionnelle. Ce qui fait que dès que j'ai terminé le droit et que j'étais reçue au barreau, je me suis engagée dans des études de MBA. Encore une fois, MBA pour alors des études de MBA, donc c'est Master in Business Administration et avec une spécialisation finance marketing. Donc mon ambition encore là était peut-être d'aller chercher une formation généraliste parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Il faut l'admettre, et je crois qu'on exige souvent trop des jeunes, enfin on exige à des gens trop jeunes de se fixer pour les 50 prochaines années. Dans mon cas, je me suis fixée à 27 ans. J'ai découvert vraiment presque par hasard la problématique environnementale à la faveur d'un contrat qui m'avait été offert par un professeur qui voulait que je documente la problématique environnementale nord-sud. Et quand j'ai pris connaissance des études, je dois dire que ça m'a profondément marquée. Je pense que j'ai pris au moins 6 mois à m'en remettre et la décision était prise. J'allais m'engager envers la cause écologiste. Vous en parlez comme d'un sacerdoce. Et qu'est-ce qui vous a précisément marqué? Ben, ce qui m'a marqué, c'était toutes les tendances de la biodiversité, les tendances des changements climatiques. Le seul indicateur qui va mieux, c'est la couche d'ozone, mais tous les autres indicateurs, si vous regardez les états de la situation, tous les indicateurs sont au rouge et sont sur la même pente. Alors, on a beau faire des appels, il ne se passe pas grand-chose. Mais cette prise de conscience, Corinne Gendron, un chef d'entreprise peut l'avoir et doit l'avoir tout autant? Ben non, parce qu'il faut qu'il ait le temps de se documenter. Moi, j'ai eu 6 mois quand j'ai travaillé sur ce projet de recherche pour ne lire que ça. Et je pense que le dirigeant d'entreprise qui est toujours dans les chiffres, dans les bilans, dans la quête du consommateur, etc., n'a pas l'occasion de vraiment s'imprégner de la problématique environnementale. Donc, il y est sensibilisé, mais un peu par la bande. Et ça n'a pas le même impact, à moins que le dirigeant, dans une vie antérieure, ait déjà baigné dans cette problématique-là. On a supprimé en France le service militaire. Il faudrait peut-être réinventer une période de service écologique. Peut-être, je pense que ça ferait de tort à personne. Avec notre environnement.
Et qu'est-ce qui s'est passé après vos 27 ans, Corinne Gendron? À 27 ans, j'ai décidé donc que j'allais faire un doctorat. Et je suis rentrée au doctorat écologiste et j'en suis sortie chercheur, c'est-à-dire que je me suis passionnée pour la recherche. Et à partir de là, ma carrière a été donc d'être professeur, titulaire de la chaire et aujourd'hui donc toujours professeur sur les thématiques de responsabilité sociale, de développement durable, d'acceptabilité sociale et aussi d'entreprise, comme on vient d'en parler. Et vous êtes aussi académicienne. Oui, alors j'ai été reçue académicienne à l'Académie des technologies parce que je m'intéresse notamment aux questions sciences et société. Et j'ai l'occasion, donc, à travers les travaux de l'Académie, de me pencher de façon plus spécifique sur ces enjeux-là. Charles de Gaulle disait que des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Quelle est la capacité pour un chercheur de peser sur le changement du monde, Corinne Gendron? Sur le changement du monde, c'est une grande question. Je pense que les chercheurs n'ont pas tous l'ambition de peser sur le monde. Beaucoup de chercheurs cherchent à mieux comprendre les phénomènes pour permettre aux acteurs politiques de faire de meilleurs choix. Donc je crois que c'est la posture d'abord du chercheur, d'éclairer la société dans les choix qui sont faits par les acteurs qui sont vraiment des acteurs de terrain. Vous évoquiez tout à l'heure, Corinne Gendron, les étudiants dans vos cours. Est-ce qu'il y a un profil type d'étudiant qui va s'orienter plutôt vers la gestion, plutôt vers les questions environnementales? Est-ce qu'il y a un ressort caché peut-être qui fait que certains ont cette conscience écologique et d'autres ne l'ont pas? Écoutez, de façon générale, je dirais que la génération actuelle est sensibilisée parce qu'on parle énormément de l'environnement dans les médias. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a un niveau de sensibilisation qu'il n'y avait pas il y a 25 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui vont être plus sensibles que d'autres. Alors, écoutez, ça peut être le contexte familial, ça peut être l'expérience, ça peut être aussi le cercle d'amis. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et je crois que des études peuvent préciser ce type de facteurs. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Corinne Gendron, professeure à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, on profite de votre présence ici à ICN Business School. Vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors, je pense que je suis un peu des deux, mais peut-être plus coup de cœur. Parce que oui, la critique, c'est important, mais je crois qu'il faut y aller avec des forces de proposition. Alors, je ne nie pas qu'il faille absolument s'insurger contre certaines actions, certaines décisions, etc. Mais moi, j'aime bien, au-delà de ça, comprendre et en vertu d'une nouvelle compréhension, d'une compréhension éclairante, pouvoir être une force de proposition. C'est un peu la marque de fabrique de vos travaux de recherche? Alors, ce que j'ai fait dans mes travaux, quand je les regarde en rétrospective, c'est que j'ai toujours déconstruit les concepts. Alors, on a commencé par le concept de commerce équitable. On a regardé ce que ça signifiait, on est allé sur le terrain, on a vu à la fois le potentiel et les limites. Et on a fait ça en interlocution avec le mouvement même du commerce équitable, comme une espèce de miroir. Hein. Et ça a permis, je crois, des réflexions intéressantes. Par la suite, on a fait le même exercice avec le concept de développement durable, parce qu'il y avait des définitions étranges qui circulaient, du style croissance durable, économie durable, et même entreprise durable. Alors là, vraiment, on nage dans le n'importe quoi. Donc, avec mes collègues, on a proposé plusieurs écrits où on précise qu'est-ce que ça veut dire le développement durable vraiment. C'est pas simplement un équilibre entre les trois piliers, non. L'intégrité écologique, c'est une condition. On ne peut pas faire un petit peu moins de protection pour un petit peu plus de profit. Ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas un écosystème qui fonctionne. Si vous ne respectez pas les seuils écologiques, le reste, vous n'aurez pas de développement social et vous n'aurez pas de développement économique. Donc, oui, on entend parfois parler de plus durable. Ce qui ne veut pas dire grand-chose finalement, c'est simplement que le mur s'éloigne un peu plus, quoi. Oui, peut-être, oui. Donc, moi, je pense que c'est important quand on a des concepts qui circulent, qui sont des concepts qui sont construits par les acteurs sociaux.
en tant que chercheur, de venir expliquer, écoutez, votre construction, voici ce vers quoi elle mène, et peut-être que c'est un concept qui est en train de perdre de sa valeur parce que la définition qui circule, c'est une définition qui lui retire son potentiel de transformation. Mais alors, puisqu'on parle d'entreprise, Corinne Gendron, est-ce que ce n'est pas aussi précisément une stratégie d'entreprise que de digérer la sémantique? On parlait il y a très longtemps d'environnement, on a parlé longtemps de développement durable, maintenant on ne parle plus trop de développement durable, on parle de transition. Est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de vider à chaque fois les concepts de leur sens en les récupérant précisément? D'abord, ce n'est pas que l'entreprise qui reprend les concepts. Les concepts sont co-construits par les différents acteurs. Et vous avez effectivement, donc c'est ce qu'on appelle la théorie des représentations sociales, par Denise Jodelet. Donc, les concepts sont un reflet d'une construction qui inclut des rapports de force. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des définitions qui sont moins transformatrices et qui sont à l'avantage, par exemple, des entreprises qui vont avoir tendance à s'imposer davantage que des définitions qui pourraient être qualifiées de radicales et qui sont plutôt portées par des groupes marginaux. Donc, le travail sur les concepts, c'est un travail tout à fait normal et habituel. Et c'est pour ça que le travail du sociologue consiste justement à déconstruire les concepts pour voir les rapports de force derrière les définitions qui s'imposent par rapport aux définitions qui sont plutôt marginalisées. Vous évoquiez tout à l'heure la crise écologique qui nous attend, Corinne Gendron. On l'a longtemps reproché au mouvement écologiste d'être alarmiste ou culpabilisant. On est passé plutôt sur un discours, ce qui semble être aussi votre démarche, plus constructif. On n'a pas le sentiment pour autant que ça bouge davantage. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faudra ? Oui, le problème, c'est que la crise écologique, c'est une crise qui est peut-être trop grosse pour notre espèce. C'est-à-dire que nous, on a un cerveau qui fonctionne avec certains réflexes. Ce qui est important, c'est le lien social. Au départ, on était des petits groupes d'une quinzaine, d'une trentaine. Est-ce que notre espèce, avec notre fonctionnement cognitif et mental et émotionnel, est en mesure de gérer la situation dans laquelle on s'est mise? Je n'en suis pas certaine, et je dirais, on peut se taper dessus, mais est-ce qu'une autre espèce aurait fait mieux? C'est pas certain. C'est-à-dire que le défi, on n'est peut-être pas à la hauteur du défi. Alors, je ne sais pas si on va être en mesure de faire face à cette crise. S'inspirer des fourmis, comme dit Werber. Pardon ? S'inspirer des fourmis, comme dit Werber. Oui, par exemple. Merci, Corinne Gendron. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire au département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, affilié recherche internationale à ICN Business School, experte mondiale en économie verte et développement durable. Membre de l'Académie des technologies, vous êtes également académicienne. Pour en savoir plus sur vos travaux, rendez-vous sur ucam.ca et www.icn-artem.com. Merci aussi à Catherine Jungmann, responsable communication et relations de presse à ICN Business School, pour sa contribution à la préparation de cette émission. Vous avez pu écouter dans l'ordre En Berne par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album Break Syndical, sorti en 2002. Jimmy par le groupe franco-américain Moriarty, paru sur son premier album Gee Whiz, But This Is a Lonesome Town, sorti en 2007. Et enfin, Dégénération par le groupe québécois, décidément, Mes Aïeux, paru sur l'album En Famille, sorti en 2004. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.